Bonjour. Bonjour. Alors, avant de commencer, est-ce que dans le chat, il serait possible de me dire si le son est bon de votre côté et que vous aviez bien la présentation et que vous nous voyez en vidéo? Ok, parfait. Très bien. Eh bien, merci à tous. Vous êtes du coup assez nombreux à être là aujourd'hui. Et bienvenue à vous dans ce webinaire et donc, qui est consacré à la facturation électronique et spécifiquement pour les propriétaires en LMNP et loueurs en résidence gérée. Donc, je suis Gwenaëlle de C'est la vie gestion, donc à savoir du groupe C'est la vie où on est syndic de copro en résidence gérée. C'est la vie Pierre où on fait de la revente et C'est la vie gestion où on accompagne les propriétaires en résidence gérée. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Mathieu Legal, qui est directement issu de la Direction générale des finances publiques. Donc, bienvenue Mathieu et merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui pour ce webinaire. Merci pour l'invitation. Alors, pourquoi ce webinaire aujourd'hui? Parce que dans le cadre du syndic, lors des assemblées générales assez récentes et au sein de Onili et de C'est la vie gestion, on a eu beaucoup de questions. Vous êtes assez nombreux à vous interroger sur la réforme de la facturation électronique. Vous avez reçu des emails en avril et puis plus récemment fin mai ou début juin. Et vous vous demandez si vous êtes vraiment concerné, qu'est-ce que vous devez faire réellement et s'il y a quelqu'un qui s'occupe de quelque chose directement pour vous. Donc, l'idée aujourd'hui, ça va être de répondre à vos questions. Quelles sont les actions que vous devez mettre en place et dans quelle mesure vous êtes concerné par cette réforme. Donc, voilà un petit peu l'objet du webinaire. Donc, vous avez des petits onglets en bas. Vous avez un chat dans lequel vous pouvez échanger des messages, mais vous avez également un onglet questions. Donc, pour poser vos questions, je vous encourage vivement à poser les questions dans l'onglet questions et non pas dans le chat qui sera vite noyé et les questions peu visibles. Voilà. Donc, on va pouvoir démarrer, avancer un petit peu notre sujet. Sur le pourquoi de cette réforme, Mathieu, peut-être que je peux vous laisser prendre la parole. Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Legal. Donc, comme l'a indiqué Degonal, je travaille à la Direction générale des finances publiques et je travaille depuis un peu plus de 3 ans sur ce projet. Donc, effectivement, le premier point qu'on voulait aborder avec Gwenaëlle aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça. Donc, il y a un certain nombre d'objectifs à cette réforme qui figurent sur la slide. Donc, la lutte contre la fraude, la compétitivité, la connaissance de l'activité économique et le pré-remplissage des déclarations de TVA. Donc, ça, c'est des sujets de simplification et d'amélioration de la vie économique. Et au-delà de ça, il y a vraiment dans l'ensemble des pays qui ont déjà déployé la facture électronique, parce qu'on n'est pas les seuls à le faire. L'Italie l'a déjà fait, la Belgique l'a fait, l'Espagne est en train de le faire, et l'ensemble des pays européens sont en train de le faire. On a vraiment un consensus sur le fait que cette facturation X, c'est une excellente réforme pour les entreprises et pour l'ensemble des acteurs économiques. Pourquoi? Parce qu'elle est plus simple. Pourquoi elle est plus simple? Ça permet de recevoir l'ensemble de ces factures au même endroit. Ça permet d'automatiser la comptabilité. Ça permet d'automatiser l'ensemble des opérations qui se passent dans les logiciels de gestion ou de facturation. Et on a aussi observé un effet qui est très, très positif sur les délais de paiement entre entreprises, avec une forte réduction des délais de paiement. Comment ça se fait qu'on arrive à faire ça avec facture électronique? Parce qu'en fait, une facture électronique, c'est un document qui est constitué de données. C'est plus un document papier, c'est plus un PDF qu'on envoie par mail. C'est un document avec des données qu'on appelle des données structurées qui permettent d'automatiser les échanges entre entreprises. Et tout circule par des intermédiaires qu'on appelle des plateformes agréées. Donc, les factures que vous envoyez et que vous recevez, elles sont datées, elles sont suivies. Vous pouvez savoir si votre client les a reçues, elles sont plus perdues, elles n'arrivent plus dans des boîtes aux lettres
mail avec des spams ou autres. Donc, on ne peut pas perdre une facture électronique. Et vous avez aussi désormais la possibilité de tout recevoir au même endroit. C'est-à-dire que c'est plus la peine d'aller sur l'espace de votre fournisseur d'énergie pour récupérer sa facture, sur celui de votre téléphone pour récupérer la sienne ou sur celui d'autres fournisseurs. Tout arrive au même endroit. Donc, cette certification-là, elle est vraiment essentielle. Et en parallèle, nous, administration, on va pouvoir récupérer de manière contemporaine des données de facturation qui vont nous permettre, comme l'indique Gwenal sur sa slide, de lutter contre la fraude à la TVA. Et puis, à terme, de pré-remplir déclaration de TVA, ce qui permet de faire un allègement de charges administratives pour les entreprises, y compris les plus petites. Et dans les pays qui ont déjà basculé, on a vraiment observé ces effets-là, ces effets de simplification. Et ce qui fait que dans tous les pays qui ont basculé, il n'y en a vraiment aucun qui a décidé, après avoir basculé, de revenir en arrière. Alors, ça ne veut pas dire que c'est une transition qui est simple, c'est un changement de modèle. On parlera un petit peu plus tard avec Gwenaëlle sur la manière dont on va accompagner, nous, le changement de modèle, sur la souplesse que va donner l'administration sur le passage à la réforme en 2026, à quel point on va pouvoir accompagner, est-ce qu'on va sanctionner ou pas, on y reviendra. Mais l'objectif pour nous, cette réforme, elle se passe en souplesse, qu'on y aille progressivement et que la date du 1er septembre 2026, ça soit vraiment un premier point de bascule en France pour la facturation électronique. Là, c'était juste pour quelques mots d'introduction et puis après, on reviendra un peu plus dans le détail sur le fonctionnement même de la réforme avec Gwenaëlle. Merci. Alors, du coup, vous devez vous demandez beaucoup pourquoi moi. Je suis un loueur en meublé, je suis un particulier qui possède un bien. Vous êtes beaucoup à avoir ce discours-là. Oui, mais la location meublée, c'est une activité commerciale avec un numéro de tirette. En plus, vous êtes en général dans 95% des cas assujettis à la TVA en résidence gérée. Donc, vous êtes pleinement concernés tous ou quasiment tous par cette réforme. Donc, quand je dis quasiment tous, c'est que vous êtes quelques-uns à faire de la location nue, mais dès lors que vous faites de la location nue avec de la TVA, vous entrez également dans le champ d'application de la réforme. Si vous n'êtes pas en résidence gérée, que vous nous suivez également, vous faites de la location meublée, on le verra après, vous êtes également concerné par cette réforme, même si vous ne payez pas de la TVA. Donc ça, on le verra par la suite. Donc même si vous êtes un simple particulier et dès lors que vous faites de la location meublée est une activité commerciale. Je pense que voilà, ce qu'il faut retenir principalement, c'est ça. Et dès 2026, du coup, dès le 1er septembre, vous entrez dans le champ de la dématérialisation totale de ces flux et on va le voir sur les slides d'après. Donc, il y a plusieurs types de flux en fonction du coup de son statut. Nous, en résidence gérée, on aura plutôt l'invoicing, c'est-à-dire l'envoi de facturation électronique via une plateforme agréée. Donc, on l'avait vu lors d'un webinaire précédent, mais je vais en reparler à nouveau. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus, et on le verra également après, envoyer une facture via PDF directement pour obtenir le paiement du loyer, par exemple. Ça devra passer par la plateforme agréée. Si vous avez un expert comptable qui vous envoie sa facture, lui va passer par la plateforme agréée pour vous envoyer sa facture. Si vous avez des factures d'EDF, bon, après, c'est plus rare en résidence gérée, mais si vous avez d'autres lots, le fournisseur d'Internet, EDF, etc., lui va également passer par la plateforme agréée pour vous envoyer sa facture. L'e-reporting, ça va plutôt s'adresser aux personnes qui facturent. Alors, si par exemple, vous faites de la location meublée avec des services para-hôteliers, vous me corrigez, Mathieu, si je me trompe, et que vous facturez un particulier, vous n'allez pas lui envoyer une facture parce que lui n'aura pas de plateforme agréée, mais vous devrez envoyer en fait un e-reporting. Donc, c'est une note d'information, pour vulgariser, qui est transmise à l'administration fiscale pour qu'il y ait une trace en fait de cette facture. Oui, alors pour aller dans votre sens, c'est tout à fait ça. La facturation électronique, il faut vraiment retenir que c'est entre professionnels assujettis. C'est-à-dire que si vous facturez un professionnel
Pour les activités qui sont soumises à TVA, pas toutes, on en reviendra. Dans votre secteur, il y a beaucoup d'exonérations, vous êtes parfois hors champ. En facturant un professionnel avec de la TVA, vous devez passer par une facturation électronique. Donc, il y a, comme l'a dit Gonal, il n'y a plus d'envoi PDF par mail. Ça, c'est terminé. Ça doit tout le temps passer par une plateforme agréée. Facturer un particulier, ce qui est quand même souvent le cas dans votre profession, et vous pouvez continuer à le facturer comme aujourd'hui en PDF ou par mail. Par contre, on va demander un reporting des informations, c'est-à-dire globalement, on va demander la base hors taxe et le montant de TVA, et ce reporting va passer également par la plateforme agréée. Donc là, on avait les deux cas, hein, du coup, de la location classique, donc plutôt la location meublée, donc qui nous concerne moins sur la résidence gérée, mais peut-être que vous en faites partie sur la location meublée classique. Par exemple, vous logez un étudiant à l'année dans un appartement, il n'y a pas de prestation de service, vous êtes exonéré en fait de TVA. Si vous ne dépassez pas certains seuils, vous avez quand même une réception obligatoire de vos factures via la plateforme agréée. Donc, c'est dans ce sens-là où j'indiquais que tous les loueurs en meublé sont concernés par la réforme de la facturation électronique. Vous n'avez pas de facture à émettre via la plateforme agréée, mais vous aurez l'obligation de réception via la plateforme agréée. Donc, pour la para-hôtellerie et les résidences de service, donc juste pour recaractériser ceux qui font du para-hôtelier, ça va être les personnes qui vont louer en meublé sur de la plutôt courte durée en fournissant au moins 3 des 4 services para-hôteliers qui sont le ménage, le petit déjeuner, la fourniture du linge de maison et l'accueil de la clientèle. Ou alors, vous serez concerné également si vous avez un bail commercial en résidence de service ou par la nature du bail, cette activité elle est assujettie à la TVA. Dans ces cas-là, en fait, on considère que vous êtes dans un rapport B2B entre vous et le gestionnaire et que entre le gestionnaire et vous, les échanges des factures de loyer devront passer par la plateforme agréée. Donc là, il y a vraiment une nécessité, autant pour le gestionnaire que pour le propriétaire, d'adhérer en fait à une plateforme agréée. Il y avait également du coup, quand vous louez directement aux particuliers, donc c'est ce qu'on a vu dans la slide d'avant, vous devez en fait fournir un e-reporting et après, dernièrement, si jamais vous encaissez, vous devez transmettre les données de paiement directement également à l'administration fiscale. Pour visualiser un petit peu tout ça, en termes de flux, du coup, désormais, à partir du 1er septembre 2026 et 1er septembre 2027, on reverra un petit peu l'agenda. Il n'est plus possible d'envoyer donc par PDF, par photo, en fichier Excel ou en papier libre, une facture entre deux assujettis ou deux entreprises en fait qui sont concernées par la réforme. Alors quand je dis c'est plus possible, même en envoyant un mail, ça ne suffit pas. Hein. Il faudra vraiment obligatoirement passer par la souscription d'une plateforme agréée. Donc il y en a plein. Je crois que voilà, la liste sur l'annuaire continue à évoluer. Il y a un annuaire public. Je crois que j'ai oublié de mettre le lien. Il y a un annuaire public qui recense en fait toutes les plateformes agréées existantes. C'est ça, il y en a un petit peu plus de 130 des plateformes agréées. Et on y reviendra un peu plus tard aussi à Lionel, mais le choix de la plateforme agréée, il y a vraiment tous les modèles économiques qui existent. Hein. On en parlera un petit peu plus tard. Donc, vous allez choisir votre plateforme agréée ou celle-là qui les solutions qui peuvent être proposées par Gwenel. Le sujet que vous allez avoir, c'est toujours quel est mon besoin et qu'est-ce que je fais derrière avec cette plateforme agréée. Il y a des plateformes qui sont payantes, il y en a qui sont gratuites. En fonction de vos besoins, vous allez avoir des services qui sont différents. Il y en a certaines qui proposent de l'automatisation, d'autres qui sont juste là pour faire passer les factures. Le choix de votre plateforme agréée, c'est ce que vous allez devoir faire pour le 1er septembre 2026. Ce choix-là, on ne peut pas le faire à votre place. On peut vous accompagner pour vous dire
quelle est votre situation et ensuite qu'est-ce que peut faire comme cette plateforme agréée en fonction de votre situation. La Gonel en parlera. Et c'est vraiment un choix de individuel par entreprise qu'il faut faire. Et c'est important parce que au-delà de l'aspect réglementaire et obligatoire, vos fournisseurs d'électricité, Internet, quand vous avez ce site de jeu, ils vont vous envoyer des factures sur la plateforme agréée que vous avez choisie. Ils vont essayer de vous les envoyer par email ou autre. Donc, pouvoir permettre à vos fournisseurs de continuer à vous proposer leurs services, ensuite à facturer, il faut pouvoir recevoir les factures sur une plateforme agréée que vous avez choisie. Et c'est pour ça que l'obligation en réception, elle est tout le monde au 1er septembre 2026, y y compris les loueurs en meublé non professionnels et les loueurs en meublé professionnels. Tout le monde, en septembre 2026, doit être en capacité de choisir une plateforme agréée pour au moins recevoir ses factures électroniques. Alors, au niveau du flux, on avait fait un petit schéma hein, pour ceux qui sont visuels, qui souhaitent voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, je suis partie dans le cas voilà, du propriétaire qui va émettre sa facture de loyer. Ça va être envoyé via sa plateforme agréée et transmise à la plateforme agréée de l'exploitant. Donc, le flux peut être inverse. Hein. Quand il y a de l'autofacturation, ça, on le reverra juste après. Et le fournisseur, le comptable, lui, va émettre sa facture via la plateforme agréée. Ça va transiter par la plateforme agréée du prestataire. Et ces données de facturation, du coup, sont consultables en instantané par la Direction générale des finances publiques. Voilà, donc nous, on récupère sur les factures, on ne récupère pas toute la facture, on récupère une trentaine de données. Pas toute la facture, on voit une trentaine de données qui nous permettent globalement de pré-remplir les déclarations de TVA et de faire des luttes contre la fraude. On voit le montant de taxe, on voit la base de TVA, on voit le fournisseur et les clients, on voit ce genre d'informations, on voit la date d'évité de la TVA, on voit ce type d'informations qui nous permettent de pré-remplir et de faire de la lutte contre la fraude. Je vais mettre le lien tout de suite là, de la plateforme agréée. Je vois que ça avait été demandé. Alors, j'ai vu dans les questions qu'on nous demandait si on a la liste des plateformes gratuites. Il ne me semble pas qu'on a la liste de celles qui sont gratuites. On a la liste de toutes les plateformes agréées. Alors, non, côté administration, on ne peut pas faire de comparatif de prix parce que ce n'est pas notre rôle. On a une obligation de neutralité. Par contre, vous trouverez des comparatifs sur Internet qui ont été faits, notamment par des experts comptables, qui a fait un comparatif qui est assez précis de l'ensemble des plateformes agréées, en les citant par type, celles qui visent les TPE, celles qui visent les PME, celles qui visent les grandes entreprises, avec les coûts associés. Il y a aussi une initiative privée qui s'appelle The Invoicing Hub, qui a fait un sondage auprès de toutes les plateformes agréées et qui a publié un comparatif. Et sur le site de France Num, vous trouverez 4 ou 5 comparatifs de plateformes agréées. Donc moi, je ne peux pas vous orienter, ce n'est pas mon rôle en tant qu'administration de vous orienter, parce qu'il y a vraiment une neutralité à avoir. Mais par contre, les comparatifs faits par soit des institutionnels comme experts comptables, soit par des privés, ça existe. Et c'est assez utile, en fait. Et ils sont vraiment bien faits, parce qu'à chaque fois, ils vous disent en fait, quelle est la cible, quelles sont les gammes tarifaires. Et donc, ce type d'outil, le sujet que vous allez avoir là, c'est qu'il y en a un peu plus de 130. Donc, c'est comment choisir la bonne. Alors, il y a des offres qui sont faites par des plateformes ou pas autres. C'est la vie. Quelque chose, et on en parlera à la fin. Et vous avez des comparatifs qui existent et qui sont faciles à trouver sur Internet. Hein. Vous tapez comparatif de plateforme expert comptable sur un moteur de recherche. Vous allez trouver sur un document qui est téléchargeable complètement gratuitement en quelques minutes. Donc, ça existe et il faut les regarder parce que c'est important. Après, je veux aussi en profiter pour dire vous pouvez aussi changer de plateforme si votre plateforme ne vous satisfait pas. C'est-à-dire si vous prenez une plateforme au 1er septembre 2026, c'est comme un numéro de téléphone en fait. Vous pouvez changer de numéro de téléphone quand vous avez envie si votre opérateur ne vous satisfait pas. Par contre, du coup, faites attention à ce que vous signez parce que si vous avez des clauses contractuelles qui vous engagent sur 1 an, 2 ans, 3 ans et qu'il y a des frais d'indemnisation au moment du changement, c'est dommage. Donc, ça marche vraiment comme un numéro de téléphone quand vous changez d'opérateur. Vous pouvez changer de plateforme agréée si celle que vous avez promis ne vous satisfait pas ou si vous trouvez qu'elle est trop chère ou qu'elle correspond à vos besoins ou à l'inverse, si vous voulez quelque chose de plus développé. C'est tout à fait possible de faire un choix en septembre 2026
Et puis se dire, bon, en fait, 6 mois plus tard, cette plateforme-là, ça ne me convient pas forcément et de passer sur autre chose. Effectivement, ça, c'était une des questions qui revenait assez régulièrement. Comment faire, voilà. Vous pouvez changer, comme vous pouvez changer d'expert comptable ou de prestataire de services pour tout. Hein, vous pouvez changer pour la plateforme agréée. Donc, au niveau du calendrier, donc, je pense que vous avez assez retenu dans les échanges de mails que j'ai vus que la première échéance à retenir, c'est le 1er septembre 2026. Donc, d'ici 2 mois, jour pour jour, hein, pratiquement. Vous serez tous dans l'obligation d'être en capacité de recevoir via la plateforme agréée et d'avoir communiqué à l'administration fiscale la plateforme que vous avez choisie pour vos factures. Je précise sur ce point-là, il n'y a pas d'action directe à faire. C'est pas la peine de nous envoyer un mail. En fait, quand vous choisissez une plateforme agréée, que ce soit directement ou via un prestataire ou via votre expert comptable, la plateforme agréée va vous inscrire dans l'annuaire qu'indiquait Ségolène, et c'est de cette manière-là qu'on va savoir que vous avez choisi une plateforme agréée. Donc, c'est pas la peine de nous le signaler en direct parce que nous, on va le voir dans l'annuaire puisque la plateforme agréée va vous inscrire dans l'annuaire en disant bah, j'ai pris tel opérateur avec telle sirène, tel sirat. C'est de cette manière-là qu'on va savoir si vous avez choisi une plateforme agréée. J'en profite parce qu'il y a quelques questions dans le chat indiquant mon expert comptable une plateforme pour moi, bah, si elle vous convient, vous n'avez rien d'autre à faire. Si vous l'avez mandaté pour le faire, bah, c'est l'expert comptable qui va prendre la tâche avec votre agréé pour le faire. Par contre, si elle vous convient pas, je sais pas, parce que par exemple, l'expert comptable a choisi une offre que vous trouvez trop chère, et ben, il faut aller lui parler en lui disant, bah, en fait, moi, ça ne me convient pas et je vais choisir autre chose. Il y a un échange avec votre expert comptable. Si votre expert comptable, vous lui faites confiance et que vous savez que ces choix sont bons, ben, donnez-lui les clés pour le faire. Par contre, si vous voulez choisir une autre plateforme agréée parce que vous avez trouvé moins cher et que ça correspond mieux, bah, vous êtes complètement libre de le faire. Personne ne peut vous imposer une plateforme agréée. C'est vraiment un choix de votre. Oui, tout à fait. Hein, vous êtes, ça, on pourra peut-être en reparler, mais soyez vigilants aussi aux tarifs qu'on vous propose. Il y a plusieurs. Alors, en général, hein, chez les comptables, c'est rarement gratuit parce que ça a un coût, de mise en place. C'est un coût de mise en place direct hein, par les cabinets comptables, par Célavie. Donc, c'est voilà, c'est refacturé. Mais voilà, j'ai entendu, voilà, il y a certaines tarifications qui sont peut-être élevées. Soyez vigilants et n'hésitez vraiment pas à regarder ailleurs. Il me semble, hein, pour les personnes voilà, qui souhaitent vraiment limiter ce budget-là, il doit y avoir la possibilité de trouver des plateformes agréées, au moins pour recevoir, qui sont gratuites. Voilà, je sais que des fois, j'ai déjà entendu parler de surfacturation de 30 euros par mois et d'un forfait à la création de 100 euros. Ça me paraît un peu excessif, surtout que vous êtes assez nombreux à percevoir que dans les 3 à 5 000 euros de loyer, c'est pas quelque chose qui doit venir gréver vraiment la rentabilité du bien, si peu qu'elle soit déjà rentable. Voilà. Oui, en fait, il y a plus d'une dizaine de plateformes qui sont complètement gratuites, hein, ça existe. Mais par contre, souvent, c'est avec un nombre de factures limité. C'est-à-dire que c'est gratuit jusqu'à un certain nombre de factures. Euh, et donc, en fonction de votre activité, ben, ça peut être intéressant ou pas. Après, la gratuité, il y a toujours quelque chose derrière. Donc, méfiez-vous aussi des petites lignes parce que souvent, il y a de la gratuité, mais si vous êtes, par exemple, le client bancaire chez eux, alors la banque vous offre la plateforme, etc. Donc, faites vraiment attention à ce que vous signez, c'est le seul conseil qu'on peut vous donner. Les experts comptables, ils peuvent avoir des prix intéressants, des prix moindres, enfin, c'est vraiment très variable. Donc, faites Oui. attention à ce que vous signez. Même les experts comptables entre eux ne choisissent pas tous la même plateforme. Donc, Mm. et parfois, ils sont raccordés à plusieurs plateformes aussi. Donc, il y a vraiment toutes les gammes de prix et de tarifs et faites en fonction de vos besoins. Et voilà, si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez quelque chose sans engagement, quitte à changer plus tard. Du coup, au niveau de ce délai, qu'est-ce qui va se passer pour les propriétaires qui ne se seraient pas affiliés à la plateforme le 15 septembre? Alors, sur le 1er septembre, c'est que c'est la date de la loi, donc la date, elle ne va pas bouger. Ce qui est prévu dans la loi, c'est quoi? C'est qu'en fait, nous, on va voir, grâce à l'annuaire notamment, que vous n'avez pas fait le choix de plateforme. On va le savoir en temps réel, parce que là, il n'y a pas de plateforme agréée qui vous aura inscrit dans l'annuaire.
que dit la loi, c'est qu'on va vous envoyer un courrier, qu'on appelle une mise en demeure, de choisir une plateforme agréée sous les 3 mois qui suivent, la réception de la mise en demeure. C'est-à-dire qu'il y a pas de sanction tout de suite, on essaie de recevoir un courrier qui vous laisse 3 mois pour remettre en conformité par rapport à un si vous le faites pas, là, par contre, vous devenez, vous mettez en risque, de recevoir une sanction de 500 € qui est renouvelable tous les 3 mois, jusqu'à ce que vous ayez fait le choix de la plateforme agréée. Donc prenez-le, quand même au sérieux. Ça veut dire qu'on va pas vous sanctionner tout de suite, mais il y a un dispositif de sanction qui est prévu, et prendre une plateforme agréée pour la réception quand vous êtes, à la MNP, ça va assez vite, la souscription. Il y a des plateformes qui sont gratuites. C'est vraiment, une 30 minutes, 1 heure, même moins parfois, le choix il peut être fait. Donc si vous êtes un peu en retard en septembre 2026, vous allez probablement recevoir ce courriel, et de mise en demeure, vous intimement de choisir une plateforme dans les 3 mois et après vous risquez une sanction de 500 € qui est quand même, un montant, qui est quand même assez important par rapport au prix des plateformes agréées. C'est-à-dire que c'est d'en choisir une, c'est quand même dommage d'avoir une amende de 500 € alors que vous pouvez choisir une plateforme, qui soit vous coûte rien, soit coûte vraiment pas grand-chose. Donc, le choix il est à ce niveau-là et après évidemment, vous pouvez aussi nous dire, cette mise en demeure, bah, en fait moi je veux bien faire mais pour une raison, là que je n'arrive pas actuellement à le faire parce que j'ai un problème technique, parce que j'ai voilà, dans ce cas-là, il faut nous le signaler et nous dire: «Bah, écoutez, moi je pourrais pas être prêt avant, je sais pas, vous recevez les en demeure avant 1 mois de plus» et ben, dans ce cas-là, vous nous le dites et puis vous nous donnez une trajectoire avec laquelle vous allez vous mettre en conformité. Et donc la première chose qu'on va vous faire, c'est de vous dire, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'il faut pour, choisir une plateforme, qu'est-ce qui vous manque et puis on peut vous accompagner pour choisir la plateforme agréée si vous avez des problèmes techniques ou autres à ce sujet-là. C'est vraiment assez progressif. La date du 1er septembre, elle est importante, elle est dans la loi. Dans les faits où il y a pas de sanction, du coup, avant 3 mois, puisqu'il y a une mise en demeure qui part et ensuite, c'est de l'accompagnement. C'est-à-dire que si vous êtes toujours pas au rendez-vous après les 3 mois de la mise en demeure, là, il faudra vous manifester pour nous expliquer pourquoi, sinon vous risquez une sanction. Merci d'avoir répondu à cette question. La deuxième date, du coup, qui était à retenir, c'était le 1er septembre 2027. Donc là, c'est vraiment la grande bascule pour, tout le monde car, vous aurez l'obligation d'émettre les factures et de les recevoir et là, ça va concerner toutes les entreprises, sachant que le 1er septembre 2026, ce sont que les très grandes entreprises, qui sont, concernées par l'envoi des factures. Donc, concrètement, entre le 1er septembre 2026 et le 1er septembre 2027, si vous êtes en résidence gérée, classique, et que vous avez vos 4 factures de loyer, le décompte de charges et la facture du comptable, c'est possible que vous n'ayez aucun, flux, qui passe, à moins que hormis peut-être les factures de loyer via le gestionnaire, qui lui est peut-être considéré comme une grande entreprise en fonction, du gestionnaire. Voilà. Vous êtes nombreux aussi à poser des questions sur, le cas spécifique du syndic. Vous êtes beaucoup à me dire que le syndicat des copropriétaires est assujetti à la TVA. Or, sur les copropriétés, gérées par, C'est la vie syndic, le syndicat des copropriétaires est rarement soumis à la TVA. Ça arrive, mais voilà, c'est très rare. Donc le syndic n'aura pas à émettre la facture électronique. Le syndic, par contre, comme C'est la vie syndic, pour rappel, il y a un syndicat des propriétaires. Pour chaque résidence, on a un syndicat des copropriétaires. Le syndic qui travaille pour le syndicat des copropriétaires, lui, c'est la vie syndic ou voilà un autre syndic. Cette entreprise, C'est la vie syndic, est assujettie à la TVA. Donc nous, on va facturer du coup la TVA sur nos honoraires, effectivement, via la plateforme agréée, effectivement. Par contre, le syndicat des copropriétaires, s'il n'est pas assujetti à la TVA, n'a pas à transmettre via, via la plateforme agréée. Donc, je vous laisse peut-être, Mathieu, faire un point également Oui, là-dessus. oui, c'est vrai, parce qu'en fait, il y a souvent une confusion entre syndic de propriété et syndic tout court. Donc c'est vrai, dans la tête de l'ange, c'est pas tout à fait clair, mais en fait, le syndic, c'est une entreprise, tout à fait classique. Elle a une activité commerciale économique, elle fait de la prestation de service. Voilà.
Elle est complètement dans le champ d'activité de la TVA et donc elle est dans le champ de la réforme. C'est la Vivendi qui aura une plateforme agréée, j'espère, Gwenaëlle, mais voilà Oui, et vous oui. allez faire de la facturation électronique, quels que soient les seuils de franchise ou pas, vous êtes assujetti à la TVA. Un syndic de copropriété, la plupart du temps, il n'est pas assujetti. Il y a des cas particuliers. Il y a des cas particuliers où ça peut être, mais la plupart du temps, les cas particuliers des syndics qui le sont, ils sont au courant qu'ils le sont. Donc eux, ils sauront pourquoi ils le sont, mais la plupart du temps, ils sont pas dedans. Et il y a souvent cette confusion qui est faite. Donc effectivement, un syndic de copropriété qui n'est pas assujetti à la TVA, il n'a pas de facture électronique à faire. Il va continuer à facturer exactement comme aujourd'hui. Et après, il y a le sujet des appels de fonds, qui est un sujet qui est assez fréquent. Les appels de fonds fiscales, ce n'est pas des factures, d'accord? C'est des demandes de paiement qui sont souvent émises par le syndic vis-à-vis des copropriétaires, d'accord? Et donc ce document-là, on ne demande pas qu'il circule par des factures vraies parce qu'en fait, l'appel, il va ensuite servir, par exemple, à financer des travaux de rénovation de la copropriété et donc ensuite, il y a une vraie facture qui va circuler, vers une entreprise extérieure qui, elle, sera soumise à la facture électronique et l'appel de fonds, c'est uniquement, une demande de paiement, parfois de paiement anticipé pour financer des travaux ou autre. C'est pas une facture au sens large, et donc ce qui fait que les documents d'appel de fonds peuvent continuer à circuler comme aujourd'hui et s'il y a de la récupération à TVA de faire, ça peut continuer de se faire sur la base de ce document qui n'est pas électronique. Il n'y a pas d'obligation d'avoir un document électronique pour récupérer sa TVA ou passer en charge. Ça marchera exactement comme aujourd'hui. Le décompte sera susceptible de permettre la déduction de la TVA ou de passer la charge si nécessaire. Il n'y a pas de difficulté là-dessus. Donc l'appel de fonds, en tant que tel, c'est pas une facture. Alors après, si vous voulez le faire passer en flux électronique, faites-le, mais il n'y a pas d'obligation. C'est vraiment, dans ce cas, c'est du volontariat, mais il n'y a pas d'obligation. C'est pas une facture au sens fiscal, l'appel de fonds. Donc ça fonctionnera exactement comme aujourd'hui. Alors, mais je vois déjà un petit peu les questions. Si demain le projet c'est d'automatiser les déclarations de TVA, si le décompte de charges, lui, ne passe pas par la plateforme agréée, comment les propriétaires pourront-ils en fait ajouter ce flux dans leur déclaration de TVA pour récupérer la TVA sur les C'est vrai. charges? J'en profite du coup. Pour bien expliquer la pré-remplissage de déclaration de TVA, il faut comparer avec quelque chose que vous connaissez déjà. Et le pré-remplissage à l'impôt sur le revenu sur les salaires. Donc, en fait, sur les salaires, vous avez votre case qui est pré-remplie avec un montant qui est votre salaire. Si vous êtes d'accord avec ce montant, vous validez, votre déclaration est faite, si vous n'avez rien d'autre. Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez corriger. Là, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on va pré-remplir avec les données qu'on dispose. Et si on n'a pas toutes les données, par exemple, l'appel de fonds, on ne l'aura pas, ça signifie que vous pourrez dire, en fait, moi, le montant qui est pré-rempli, il ne correspond pas à ma réalité. Et donc, vous pourrez juste faire votre déclaration de TVA normalement et donc corriger cette déclaration de TVA avec le montant, par exemple, de TVA déductible qui n'apparaissait pas automatiquement dessus puisqu'on n'avait pas l'information sur l'appel de fonds. Donc, c'est vraiment le pré-remplissage, c'est un service qui est rendu, mais c'est qu'un pré-remplissage. Ça n'a rien d'engageant, ça n'a rien de bloquant. Il n'y a pas de contrôle sur le pré-remplissage. Ce qui compte, ça reste votre déclaration de TVA et votre comptabilité. Donc, il y a des activités où ça va tomber juste tout pile quand vous faites de l'achat-revente. Il y a des activités comme la vôtre où l'appel de fonds n'étant pas une facture électronique mais portant de la TVA, il y aura probablement un correctif à faire par rapport à ce qui est pré-rempli sur la déclaration de TVA, en sachant qu'on va commencer à pré-remplir en 2028-2029, le temps que tout le monde passe dans le dispositif. Merci, très clair. Et du coup, j'en profite également. Il me semble que les déclarations de TVA passent en trimestriel pour tout le monde à compter du 1er janvier 2027, sachant que souvent, actuellement, résident géré, on est pour l'instant en déclaration annuelle. Alors, si vous étiez en ce qu'on appelle en régime simplifié d'imposition, c'était annuel, effectivement, et là, ça va passer en trimestriel. Après, si vous êtes au régime réel normal, je ne sais pas si on a peut-être chez vous, vous êtes toujours mois par mois. Ça ne change pas, mais Non, effectivement, non, la plupart du temps, c'est des petits, d'accord. c'est des déclarations annuelles en général et Ok, plus exceptionnellement, on est sur du trimestriel sur c'est ça. la location meublée. Et donc, le régime simplifié d'imposition, effectivement, va disparaître là Donc, c'est exactement ça que vous avez. Donc voilà, j'en profite également vous dire attention, vous aurez une déclaration de TVA à faire tous les trimestres, en plus de la déclaration de TVA de l'année 2026 qui sera à faire au plus tard
fin avril, vous aurez en plus les déclarations tous les trimestres à partir de 2027. C'était juste un aparté. Dans les questions qu'on a beaucoup, c'est sur la résidence gérée et l'autofacturation. On sait que dans environ 80% des cas, c'est l'exploitant qui fait sa propre facture en votre nom parce que vous avez dans le bail commercial signé un mandat de facturation et vous donnez une délégation en fait au preneur pour que celui-ci fasse la facture. Aujourd'hui, on a certaines copropriétés pour lesquelles, comme avec Domidep, en fait, pour lesquelles Eva Conseil qui ne fait pas de facture, mais qui émet uniquement une attestation. Chez Domidep, c'est au propriétaire de faire sa propre facture de loyer. Donc là, la facture devra passer par le canal de la plateforme agréée. Nous, aujourd'hui, on a contacté les exploitants afin de savoir s'ils souhaitent continuer à facturer de cette manière-là. On n'a pas eu de vraies réponses de tout le monde. Voilà, pas suffisant pour pouvoir bien communiquer. On sait qu'il y a un groupe de travail qui s'est formé entre gestionnaires pour interroger, pour obtenir davantage d'informations. Est-ce que, du coup, Mathieu, vous pouvez nous en dire un petit peu plus, du coup, sur l'autofacturation? Est-ce que ça reste un modèle qui fonctionnerait via la plateforme agréée? Oui, ça reste un modèle qui fonctionnerait via la plateforme agréée. En fait, on a travaillé sur ce qu'on appelle les cas d'usage de la facturation électronique avec les experts de la facturation, avec les fédérations, notamment des fédérations représentatives de votre secteur. Parce qu'en fait, c'est une pratique qui est assez courante à la fois chez vous, aussi dans le domaine agricole, avec des coopératives qui facturent pour le compte des agriculteurs. Il y a ce qu'on appelle un cas d'usage dédié à ça, qui s'appelle l'autofacturation et qui explique aux plateformes agréées comment faire. D'accord? Simplement, les cas d'usage ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire qu'il y a certaines plateformes agréées qui vont le faire, d'autres qui ne vont pas le faire. Et c'est vraiment quelque chose, c'est des développements spécifiques à faire. Donc ça fonctionne sur celles qui ont décidé d'implémenter ce cas d'usage, mais elles ne vont pas toutes le faire. Il y en a quand même beaucoup qui vont le faire parce qu'en fait, c'est assez courant, mais pas toutes. Donc, si vous avez un besoin de faire de l'autofacturation, il faut que votre plateforme agréée vous dise bah, moi, je sais faire ce cas d'usage-là, et là, ça va fonctionner. Ça veut dire qu'il y a juste une inversion du rôle de l'acheteur et du vendeur. C'est-à-dire que globalement, d'habitude, c'est le vendeur qui facture pour le compte de l'acheteur, et ben là, c'est l'acheteur qui le fait pour le compte du vendeur. Et essentiellement, souvent dans une logique de simplification pour le compte du vendeur, qui souvent en fait, profite d'avoir un acheteur qui fait pour lui, alors que lui, il n'a pas envie, pour plein de raisons, de très bonnes raisons, de s'encombrer d'une tâche administrative. Donc souvent, c'est une offre de service qui est proposée soit par les coopératives, parfois par les agences immobilières, pas là ici par l'exploitant. Et donc, c'est l'exploitant qui prend en charge la facturation. Donc, ça fonctionne. Donc, ça va aussi circuler par la plateforme agréée. Simplement, il y a une inversion des rôles, c'est-à-dire que c'est le vendeur qui reçoit la facture. Mais ça fonctionne exactement de la même manière sinon. Donc, si la plateforme agréée vous dit je suis en capacité de gérer le cas d'autofacturation, ça fonctionne et il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a les mêmes informations qui circulent. Ça reste une facture, c'est juste une inversion des rôles. Du coup, ce sera l'exploitant, lui, de bien choisir sa plateforme qui devra pouvoir en fait mettre en place ce système-là. Et est-ce que niveau propriétaire, ils devront veiller à choisir une plateforme spécifique également? Non, c'est juste l'exploitant, c'est la personne qui fait la facture qui a cette spécificité. La personne qui doit recevoir la facture, elle peut prendre n'importe quelle plateforme agréée, ça fonctionne. Donc la spécificité, elle est vraiment du côté de la personne qui crée la facture. Et tous les cas d'usage sont conçus de cette manière-là, c'est-à-dire que s'il y a une spécificité particulière dans un secteur d'activité, elle est toujours du côté de la personne qui crée la facture. Ça a vraiment été conçu comme ça pour ne pas justement ce qu'on appelle pousser la difficulté chez la contrepartie. Et c'est de cette manière-là qu'on s'assure que le système fonctionne bien, c'est-à-dire s'il y a un cas particulier côté la personne qui crée la facture, et il gère sa propre complexité avec sa plateforme, mais vers le monde extérieur, vers la contrepartie, tout le monde doit être en capacité de recevoir cette facture sans développement supplémentaire. Là, je vous remercie. Alors, est-ce que donc là, les risques et solutions, du coup, on a pu le voir auparavant. Le risque, c'est que le facteur numérique, du coup, ne trouve pas la boîte aux lettres. Vous l'aviez dit, il me semble, au tout début. Et il y a des risques de pénalité et voilà,
d'amende qui seront émises par la suite. Est-ce que, alors je crois que votre micro est coupé. Ah, pardon. Ça, c'est le risque qu'on ne trouve pas la boîte aux lettres numérique, très clair. Ne peut arriver que si vous n'avez pas choisi de plateforme agréée. C'est-à-dire que si vous avez choisi une plateforme agréée de réception, la facture ne peut pas se perdre. Ça, c'est l'avantage. Par contre, si vous n'avez pas choisi de plateforme agréée de réception, ce qui va se passer, le fournisseur va essayer de vous envoyer une facture électronique et il va voir en face que, en fait, il n'y a pas l'équivalent de la boîte aux lettres numérique puisque vous n'avez pas choisi de plateforme agréée. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur le sujet-là, c'est-à-dire que si vous voulez que vos fournisseurs puissent continuer à vous facturer, il faut choisir une plateforme de réception. Et si par contre, si vous avez choisi une plateforme de réception, la facture électronique ne peut pas se perdre. Les pénalités et les amendes, j'en ai déjà un petit peu parlé, donc je ne sais pas si c'est la peine de réexpliquer le sujet-là, hein. Il y a vraiment une mise en demeure de 3 mois et puis ensuite une amende qui peut arriver si vous n'avez pas choisi de plateforme de réception. Donc le risque, il est à ce niveau-là. Il n'y en a pas d'autres dans le sens où vous pouvez continuer à déduire votre TVA, même si c'est un document papier. Vous pouvez continuer à passer votre charge, même si c'est un document papier. Le risque, il est vraiment de l'amende. Alors, il y aura le risque également pour les propriétaires qui, eux, ont l'obligation d'émettre la facture. Il me semble que si le propriétaire continue à envoyer la facture via PDF par email et non via la plateforme agréée à l'exploitant, l'exploitant a le droit en fait d'exiger que la facture soit émise par le bon canal pour en effectuer le paiement. Alors, en fait, la sanction qu'on met là-dessus, alors, le ça ne sera pas avant septembre 2027 sur des petites entreprises. Tout ce qu'on met comme sanction, c'est sur le vendeur qui ne respecte pas son obligation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une amende 50 € par facture. D'accord? 50 factures pour le acheteur. L'acheteur qui recevrait un format papier. Lui, c'est juste le fournisseur qui n'a pas fait son travail. Donc, on ne va jamais le sanctionner s'il reçoit une facture papier. Et cette facture, elle emporte toutes les conséquences d'une facture. Donc, le flux électronique normal, c'est ce qu'on veut. Par contre, une facture emportant toutes ses conséquences, on ne peut pas refuser le paiement d'une facture parce qu'elle arrive en format papier. Elle doit quand même être payée. La sanction, ça va être juste ce que l'émetteur va avoir une sanction de 50 € de facture parce que lui n'a pas fait son travail. Mais une facture en papier, ça reste une facture. On ne peut pas refuser une facture, le paiement d'une facture uniquement parce qu'elle arrive en format papier. Et de la même manière, on peut la passer complètement en charge quand même, on peut continuer à séduire cette TVA. Le flux économique ne s'interrompt pas si vous recevez une facture en format papier, simplement on va aller sanctionner la personne qui aurait dû émettre un flux électronique. Merci pour cette précision. Alors, je vais voir, on va peut-être pouvoir commencer bientôt les questions. Il me semble que voilà, j'avais mis. Oui, j'ai vu. Et encore, je trouve que voilà, ça, je m'attendais à voilà, un peu plus, je pense. Je ne suis pas certaine qu'on arrivera à répondre à toutes les questions. On va essayer de répondre plus aux questions d'ordre général. Le cas par cas, on évitera également. Juste pour, souvent, j'ai des questions. On nous demande en fait les offres C'est la vie gestion et Onili. Vous les avez ici. Il y aura, alors pour ceux qui sont déjà chez C'est la vie gestion, on est déjà en train de mettre en place la plateforme agréée sur C'est la vie gestion. Ce sera fait au cours de l'été, donc on sera prêt pour le 1er septembre. Il y aura effectivement un coût qui sera refacturé. On serait aux alentours peut-être de 3 € hors taxe par mois. Mais voilà, ça reste encore à vérifier. Sur onili.fr, du coup, on travaille déjà sur une simplification de la version actuelle de l'outil Onili qu'on devrait livrer à la fin du prochain trimestre pour que vous puissiez faire vos déclarations dessus. Et viendra ensuite, du coup, la plateforme agréée qu'on va utiliser sur C'est la vie gestion, qu'on va adapter également sur Onili. Donc, on devrait être prêt également sur la fin du trimestre 2026. Je ne pense pas qu'on soit prêt sur Onili au 1er septembre 2026. Donc, voilà, je préfère en toute transparence le dire plutôt que de vous dire qu'on sera prêt au 1er septembre. Pour l'instant,
Sur C'est la vie gestion, oui. Onili, voilà, à voir quand est-ce que ça arrive. Donc, on va pouvoir attaquer les questions. Alors, je vais redescendre tout en bas. Alors, pourquoi tant de plateformes? On n'a pas, voilà, toujours plus de complications. Pourquoi plus de plateformes? Je pense que chacun peut se déclarer, voilà, développer sa propre plateforme. Alors, non, mais en fait, c'est la question, elle revient souvent, pourquoi tant de plateformes? En fait, il faut vous dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de secteurs d'activité en France et que, il y a beaucoup de secteurs qui ont développé pour le besoin de leur propre activité une plateforme agréée. Par contre, pour devenir plateforme agréée, j'en ai pas encore parlé, mais c'est pas si simple que ça, hein. C'est-à-dire faut se faire agréer par l'administration et pour être agréé par l'administration, il y a un cahier des charges qui est assez lourd à respecter, notamment sur les conditions de sécurité, pour être certain que les plateformes ne peuvent pas se faire pirater ou hacker. Donc, on a un peu plus d'une centaine aujourd'hui, sachant que, parfois il y a des, plateformes agréées qui travaillent avec d'autres et qui en sont juste une marque. Je pense qu'il y a pas mal de plateformes bancaires qui ont ce qu'on appelle des marques blanches et qui en fait, vendent une marque, je suis, je sais pas, associé à telle banque et moi je vends telle marque, en sachant que, en France, il y a plus de 5 000 logiciels de gestion, et de facturation qui existent. Donc en fait, sur les 5 000 logiciels de gestion, il y en a une petite centaine qui ont décidé d'être plateforme agréée, donc c'est pas spécialement beaucoup. Et puis en fait, c'est des acteurs privés. Donc en fait, un acteur privé qui a envie de se lancer sur un marché privé, en fait, il y a aucune raison de lui interdire, et après c'est du choix de plateforme et c'est du choix d'opérateur. Donc est-ce qu'il y en aura encore, 130 dans 5 ans, dans 10 ans? Pas forcément. Et je sais qu'il y a beaucoup de plateformes agréées. En fait, c'est plutôt intéressant pour les entreprises parce que ça fait jouer la concurrence et donc ça fait baisser les prix. S'il n'y en avait que 2 ou 3 acteurs majoritaires, potentiellement les prix seraient beaucoup plus élevés parce qu'il y aurait moins de concurrence. Donc, à 130 plateformes agréées, s'il y a aujourd'hui, plus d'une dizaine de plateformes qui sont complètement gratuites et beaucoup de plateformes qui sont vraiment pas chères, c'est parce qu'il y en a 130. S'il y en avait que 2 ou 3, par définition, il pourrait avoir des gammes tarifaires beaucoup plus hautes. Donc, en fait, c'est vraiment dans l'intérêt des entreprises qu'il y en ait beaucoup et le choix de plateforme, le nombre aussi, ça permet de changer facilement. C'est-à-dire qu'il y en a une qui vous plaît pas et vous avez tout de suite une offre commerciale à côté qui vous permet de rattraper. Donc, en fait, le nombre, c'est plutôt une chance pour les entreprises, qu'une difficulté, et après il y a juste le choix à faire, mais ça, c'est un choix d'entrée, heu, dans la réforme, mais en fonctionnement courant, le fait qu'il y en ait beaucoup, c'est vraiment intéressant. Merci. Alors, puis-je produire moi-même les factures électroniques alors que jusqu'à présent, c'est l'exploitant qui les produit? Principe d'autofacturation. Alors là, ça plutôt, il y a 2 questions en une. Puis-je produire les factures, si vous avez un bail, commercial qui mentionne que vous avez délégué en fait à l'exploitant, la gestion, des factures de loyer, vous pouvez pas, vous pouvez tout à fait en refaire, vous-même, si par exemple, l'indexation, n'a pas été appliquée. Vous avez tout à fait la possibilité, de refaire également les factures, voilà, si vous le souhaitez et d'ailleurs c'est quelque chose, voilà, qu'on constate assez régulièrement, que quand il y a une autofacturation, voilà, les loyers, ne sont pas, forcément indexés comme ils devraient l'être. Donc vous avez quand même la possibilité en fait de prendre la main, sur vos factures et de les envoyer, via, la facturation électronique. Alors, comment faire quand 2 biens sont gérés par 2 sociétés différentes? Alors, votre obligation, si je comprends bien, vous avez 2 biens dans 2 sociétés. C'est-à-dire que vous avez au final 2 numéros, SIREN ou SIRET, en fonction de votre donc chaque société, doit avoir, la capacité de recevoir les factures électroniques. Donc chaque société doit avoir une plateforme agréée associée. D'accord? Faut vraiment que la clé, c'est pas tant en termes de biens, c'est-à-dire que si vous avez 2 biens dans la même société, ça sera une seule plateforme agréée. Par contre, si vous avez 2 biens dans 2 sociétés, il faut que chaque société soit raccordée à une plateforme agréée. Alors, hop. Hop. Alors,
je suis désolée, j'arrive pas à afficher les questions. Pas de problème. Je peux y répondre, mais alors pour ceux qui demandaient la présentation, du coup, vu que j'arrive pas à afficher la question. Pour ceux qui voulaient la présentation, je vous ai mis un lien. Dans les liens, vous avez normalement la possibilité de télécharger le support du webinaire. Alors, je vais essayer. Je vais retourner là. Je vais essayer là d'afficher les questions. Je ne sais pas ce qui se passe. Bah, si jamais ça ne fonctionne pas, les prendra juste à l'oral. Hein, ouais, c'est ça. Bon, non, j'arrive pas. Bon. Est-ce que Orange passera à la plateforme agréée si on n'a pas de compte pro? Ah, oui, la question là, elle est intéressante. C'est-à-dire qu'en réalité, vous recevez votre facture comme si vous étiez un particulier aujourd'hui. Ça arrive beaucoup. Si vous n'avez pas fait la démarche pour que votre contrat bascule en professionnel. Et souvent, ne le faites pas parce que c'est moins cher quand vous êtes particulier. Ça signifie que dans ce cas-là, vous allez continuer à recevoir votre facture comme aujourd'hui parce que Orange ne va pas vous considérer comme un professionnel. D'accord? Donc, vous allez la continuer à la recevoir. Alors, généralement, c'est sur votre espace client perso que vous la recevez. Hein. Et donc, ça, du coup, ça va continuer à fonctionner comme aujourd'hui. Après, si vous voulez la recevoir sur votre facture, votre plateforme électronique, il faut que votre contrat soit associé à votre entreprise, donc à votre sirène. Si vous ne faites pas la démarche et que ça arrive encore à votre adresse personnelle, et ben, vous allez continuer à la recevoir comme aujourd'hui. Et après, bah, ça sera la comptabilité qui fera l'exercice de dire, OK, elle est arrivée là, mais c'est pour l'entreprise, donc je peux la passer en charge. Mais du coup, oui, si vous gardez un contrat personnel, ça ne va pas circuler par la plateforme agréée, par définition. Orange ou EDF ou autres bah, vont considérer que vous êtes un particulier et pas un professionnel, puisqu'ils ont un contrat à votre nom en tant que particulier et pas en tant que professionnel. Donc, ça peut continuer. Et après, si vous voulez modifier votre contrat en le mettant professionnel, bah, faites-le. Et puis, bah, c'est pareil, regardez les gammes de prix, c'est pas toujours intéressant. Que faire si l'exploitant passe par une plateforme agréée différente de la mienne et fait payer sa plateforme agréée dans sa facture? Alors, ça, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est pas du tout dérangeant, de passer par une plateforme agréée. Après, lui, ce qui peut vous faire payer l'exploitant, c'est le service de faire une facture pour votre compte. Ça, c'est un service. Et il y a pas d'obligation d'être sur sa plateforme agréée, le choix est complètement libre. Le système est conçu pour que l'ensemble des plateformes agréées communiquent entre elles, donc il y a pas besoin de connaître la plateforme agréée de son client pour les facturer, de son fournisseur. Elles doivent toutes communiquer entre elles, sinon elles sont pas agréées par l'État. Voilà, c'est une des conditions d'immatriculation. Donc ce que peut vous facturer, un exploitant ou c'est le service de faire la facture pour votre compte, mais il peut pas, vous refacturer, ses propres frais d'adhésion à une plateforme. S'il fait ça, honnêtement, vous avez un problème avec votre spot. Alors, je n'ai qu'un studio géré par un loueur professionnel. Je n'émets jamais de facture. Alors, une plateforme agréée gratuite me conviendrait-elle? Bah, plutôt oui, hein. Plutôt oui. Si vous recevez uniquement quelques factures, par an ou par mois, oui, plutôt oui, hein. Sachant que là, pour le coup, après, est-ce que vous avez un comptable qui aurait envie, de recevoir ses factures directement, sur la plateforme agréée qu'il a choisie pour pouvoir automatiser sa compta? C'est pas impossible non plus. Est-ce que si vous avez un gestionnaire et que est-ce que lui, ça l'intéresserait pas que vous soyez sur la même plateforme que lui, par exemple? Là, c'est vraiment des échanges, mais dans les faits, si vous voulez gérer vous-même votre facturation, recevoir vous-même vos factures et les donner à votre comptable parce que vous avez 5-6 factures par an, rapide peut vous suffire complètement. Le coût de la plateforme agréée est-il déductible des impôts? Bah, si vous avez une entreprise, ça sera une charge de l'entreprise, puisque ça sera un abonnement pour l'entreprise et c'est professionnel. Vous pouvez passer le coût de l'abonnement en charge, dans votre entreprise, si c'est ça, oui. Après, ça dépend comment est faite votre entreprise, hein, mais si c'est une charge d'entreprise comme une autre, il y a bien un intérêt professionnel, il y a bien un intérêt économique, donc ça c'est une facture, d'un fournisseur comme un autre. Alors, ça s'est actualisé, c'est redescendu, alors peut-être que du coup ça fonctionne. Alors, quid des frais de déplacement, voiture, indemnité kilométrique ou autoroute ou parking qui ne vont effectivement pas passer par la plateforme agréée? Sur les indemnités kilométriques et l'essence, il me semble que la TVA n'est pas récupérable. Oui, Par contre, c'est ça. Bah, c'est exactement ça. Alors déjà, la TVA est pas récupérable, mais en fait, le sujet qui est évoqué là, c'est que, si vous avez, par exemple, un véhicule de société,
théorie, vous passez une borne péage, parking, etc. En théorie, il y a bien une relation entre un professionnel qui est le fournisseur, par exemple, de tickets de péage et puis l'entreprise. Simplement, il y a un sujet, c'est que le fournisseur, quand vous passez un ticket de péage, il ne peut pas deviner si vous êtes un professionnel ou un particulier parce que vous n'allez pas vous arrêter à la borne d'autoroute pour rentrer votre numéro SIREN, parce que ça n'existe pas, quoi. Donc ça signifie que ce qu'on a mis en place, c'est de dire pour les automates, lorsqu'il n'y a pas de possibilité de saisir ou d'informer le prestataire de l'automate que vous êtes un professionnel, et ben, ça continue comme aujourd'hui. Vous allez faire comme aujourd'hui avec votre ticket de péage ou autre et passer en charge. Par contre, il y a des automates. Je vais prendre l'exemple des bornes SNCF en gare, par exemple. Vous pouvez acheter un billet de train pour le compte d'une entreprise. Bah, les automates en gare, progressivement, ils vont se mettre à jour, permettre de dire, moi, je suis une entreprise et je veux recevoir une facture électronique pour mon billet de train. Donc, ça veut dire quoi, en résumé? Les automates qui ne permettent pas de délivrer de facture, eh ben, vous continuez comme aujourd'hui. Et petit à petit, il y a certains automates qui vont permettre de délivrer des factures et vous allez pouvoir ensuite, du coup, de se faire recevoir directement, par exemple, une facture pour un billet de train sur votre plateforme agréée. Voilà. Ça va se faire progressivement. Et c'est de cette manière-là qu'on arrive à avoir le système souple, sachant que pour tout ce qui est note de frais, c'est le même fonctionnement, hein. Au début, il y a de grandes chances que ça continue comme aujourd'hui. Et puis petit à petit, si vous allez au restaurant, par exemple, hein, les restaurateurs vont, si vous leur demandez, pouvoir émettre directement une facture électronique sur votre plateforme agréée si vous vous signalez comme un professionnel. Ça existe déjà à l'étranger. Il y a des systèmes de QR code qui se mettent en place au niveau des restaurateurs. Ils vont scanner le QR code du collaborateur. En scannant le QR code du collaborateur, ça va émettre une facture électronique directement sur le plateforme agréé de l'entreprise, du collaborateur. Donc, ça va prendre un petit peu de temps, on va être très souple là-dessus, hein, c'est de l'accompagnement, c'est des modifications de pratique. Mais en tout cas, c'est bien des choses qui existent et qui sont prises en compte en termes de tolérance et de doctrine fiscale. Alors, plusieurs biens peuvent-ils être gérés par un seul SIRET? Oui, Normalement, non. bah, ça Nous, il dépend y comment a c'est un organisé. SIREN et des établissements. Un sirène. Ah oui, oui, sirène, sirette, si vous voulez dire. Ouais, Oui, d'accord, parce que ça reste une entreprise unique, mais c'est sirène et sirène. Donc, il peut y avoir plusieurs établissements au sein du même sirène. Donc, oui, d'accord. Même réponse. c'est ça. Ouais. Après, alors je la vois pas la question, mais je sais que je l'ai eu en entretien téléphonique, régulièrement. Si par exemple une personne a une activité libérale, je sais pas, la personne est, chauffeur taxi ou kiné, et cetera et qui doit souscrire à une plateforme et qu'il a également, une location meublée. Mmh. Est-ce qu'il doit souscrire 2 plateformes ou est-ce que, tout arrive sur la même plateforme? Alors, en fait, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est la même entreprise? Est-ce que c'est le même sirène? Généralement, quand ils font ça, il y a une activité libérale, qui a un sirène et puis à côté, il y a une autre activité qui a une autre sirène qui fait location meublée. Si c'est le cas, bah, il faut 2 plateformes agréées. Par contre, s'il fait tout au sein du même sirène et ben, il pourra recevoir tout au même endroit avec une seule plateforme agréée, mais en pratique, généralement, ils se séparent. C'est-à-dire que c'est assez rare que, le médecin ait à la fois son activité, de médecin, sous le même sirène que son activité de loueur meuble et souvent il y a ces 2 opérations, séparées. Donc si c'est 2 structures juridiques différentes, et ben, il y a 2 plateformes. Merci. Donc on avait si j'ai bien compris, il n'y a plus besoin de transférer toutes les factures au comptable. C'est un des buts, effectivement. Si vous avez en fait, vous allez recevoir toutes vos factures sur la plateforme agréée que vous avez choisie et si votre plateforme agréée, a été choisie par votre comptable, il aura aussi accès à cette plateforme agréée et donc pourra directement, vous pouvez vous demander, vous faites à la compta, «S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'emmener toutes vos factures et il me manque telle note de frais, il me manque, tel document pour faire votre comptabilité», il pourra directement aller les récupérer et si vous êtes, sur quelque chose d'un peu plus avancé, il y a même des logiciels de comptabilisation qui s'intègrent directement avec, les plateformes agréées et donc les écritures comptables vont se passer automatiquement à partir des données des factures. Donc Ouais, c'est il y a certains comptables qui n'auront même plus besoin de faire de la tenue de compte, c'est-à-dire de faire de la saisie de facture, ça va s'intégrer automatiquement et du coup, ils vont pouvoir, bah, se consacrer, davantage à leur rôle de conseil et d'accompagnement plutôt qu'à faire de la tenue de compte. Donc ça fait partie de l'automatisation si vous avez effectivement un chef de comptabilisation qui est, interfacé, avec une plateforme agréée puisqu'à partir des données des factures, ça va rentrer directement en comptabilité sans action humaine derrière.
Donc, ouais, je confirme. Donc, c'est effectivement cette catégorisation automatique qui est prévue à terme hein, sur Célavigestion et Onili, peut-être Onili en premier du coup, parce que c'est comme ça qu'on développe du coup la nouvelle version. C'est-à-dire que nous, on voyait les choses en fait. Vous allez recevoir en fait votre facture via la plateforme. Et vous aurez en fait une pré-saisie automatique de la facture et vous n'aurez plus qu'à la catégoriser, qu'à valider la catégorisation et du coup la transaction s'intégrera automatiquement. L'idée étant d'avoir quelque chose de simple et d'utiliser cette contrainte en fait de la plateforme agréée pour vous libérer à vous du temps ou au comptable, voilà. Et puis, j'en reviens à dire également que le gros avantage également dessus, c'est que les données en fait de ces factures sont claires et vont permettre vraiment facilement de récupérer. Souvent, il y a des doutes sur le montant de la TVA, sur une facture, qu'est-ce que je dois reprendre, etc. Et le fait de pouvoir générer une automatisation sur ces flux-là, voilà, permettra vraiment de simplifier la lecture de ces documents. Pour émettre une facture, ce que je n'ai jamais fait car autofacturation, dois-je avoir un logiciel ou pourrais-je le faire simplement sur la plateforme agréée? Les deux fonctionnent, c'est-à-dire que si vous avez un logiciel et que votre logiciel est interfacé avec la plateforme agréée, vous pouvez continuer à le faire dans le logiciel. Si vous n'avez pas de logiciel, pas toutes, hein, mais la plupart des plateformes agréées proposent une option de saisie en ligne. C'est-à-dire qu'au lieu de saisir sur votre tableau Excel et puis de transformer en PDF, vous allez saisir en ligne votre facture. Du coup, le gain, il est moins sympa que si vous avez un logiciel parce que vous avez quand même de la saisie à faire, mais vous allez en gros vous connecter sur un portail Internet et vous aurez la possibilité de marquer le sirène de votre destinataire, le montant facturé, comme une facture normale de saisie en ligne. Donc après, il faut juste, si vous voulez faire ça, vérifiez juste que votre plateforme agréée propose la solution de saisie en ligne. Mais c'est quelque chose qui est assez fréquent, notamment dans les plateformes agréées qui visent les petites entreprises, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas équipées de logiciels et c'est normal. Donc la saisie en ligne existe. Après, vous avez aussi parfois des applications sur smartphone qui permettent de le faire, qui sont gratuites. Sur cette plateforme agréée, vous pouvez saisir votre facture sur smartphone directement, même sans aller sur la plateforme agréée Internet. Et vous pouvez quand même préenregistrer des choses dessus. C'est-à-dire que si vous facturez tout le temps le même client, par exemple, la donnée de votre client, elle peut être préenregistrée sur votre smartphone. Et puis, du coup, ça permet d'intégrer plus facilement sans avoir besoin de tout réécrire ou de tout ressaisir. Donc, pareil, s'il y a des factures récurrentes, puisque les loyers, c'est quand même souvent des factures récurrentes où on ne change que la date, mis à part l'indexation qui a lieu une fois par an. Sur une facture récurrente, si vous avez le mois de janvier qui est rentré, tout ce que vous avez à faire, c'est répliquer votre facture dans le logiciel, changer la date et puis celle d'après, elle part, quoi. Donc, ça reste, même si vous faites de la saisie en ligne, ça reste quand même un gain de temps par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Alors, on avait des questions également sur quels exploitants sont considérés comme des grandes entreprises devant émettre les autofactures? Alors, je n'ai pas la liste des exploitants exhaustive desquels sont considérés comme les grandes entreprises. Est-ce que vous pouvez juste rappeler à partir de quelle taille sont concernées les entreprises qui vont émettre au 1er septembre? Alors, de tête, non, je sais juste qu'il Ah, y a un seuil de 50 € de million de chiffre d'affaires pour les grandes entreprises, par exemple. Donc, 50 € de chiffre d'affaires, c'est pas tout le monde. non. En France, chez les grandes entreprises et les ETI, il y a un peu plus de 1000 entreprises qui sont concernées sur les quelques 5 millions et quelques. Voilà. Donc, il y a vraiment 90% de TPE et PME qui seront concernés par l'émission qu'en septembre 2027. D'accord. Alors, dois-je transmettre mon sirène à Célavie, qui est syndic du lot concerné? Alors, je suis propriétaire et je suis inscrite sur une plateforme agréée. Alors non, à l'heure actuelle, vous n'avez pas besoin de communiquer votre sirène à Célavie si une opération est demandée un jour. Donc, comme on l'avait dit plus tôt, les appels de fonds ne seront pas transmis via la plateforme agréée. Et si le syndic, lui, n'est pas assujetti à la TVA, de mémoire, je crois je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on a moins de 5 SDC en fait qui sont concernés, qui sont assujettis à la TVA. Donc voilà, il y aura que sur ceux-là où
probablement le décompte de charges, mais pas les appels de fonds, seront transmis via la plateforme agréée. Doit-on communiquer au gestionnaire la plateforme que nous avons choisie ou est-ce automatique à partir du numéro de SIRET? Alors, je pense que la démarche va se faire en inverse. Je pense que le gestionnaire, lui, va vous demander en fait votre sirène et que après, il va indiquer en fait votre sirène dans le dossier et ça va venir coïncider avec les adresses dans les annuaires. Est-ce que Mathieu, vous pouvez nous confirmer ça? C'est tout à fait ça en fait. Vos fournisseurs ou l'exploitant, ce qu'il a besoin pour vous facturer, c'est votre numéro de sirène. Il n'a pas besoin de connaître la plateforme agréée que vous avez choisie parce que les plateformes agréées sont connectées à l'annuaire et avec le numéro sirène, ils vont pouvoir détecter où l'on vit. J'insiste quand même sur un point, c'est possible d'avoir plusieurs adresses de réception. Alors, c'est peut-être rare chez vous, hein, mais quand il y a plusieurs établissements ou autres, parfois, ça peut être intéressant de se dire, eh ben, si j'ai 5 établissements, je peux avoir 5 adresses de réception sur la même plateforme agréée, ça existe. Si c'est le cas, ben, ça peut être intéressant de dire à vos fournisseurs, ben, pour tel bien, envoie-moi les factures sur cette adresse de réception-là en particulier. D'accord ? C'est vraiment si vous voulez en gros flécher vos factures, par exemple, si vous avez 5 établissements et que vous voulez que les établissements reçoivent leurs factures de manière distincte, ben, ça peut être intéressant d'avoir plusieurs adresses de réception pour faire de la compte analytique et être certain que tel bien correspond à telle facture. Ça sera toujours sur la même plateforme agréée et vous pouvez scinder vos adresses de réception, d'en avoir plusieurs. Donc, si c'est le cas, eh ben, ça peut être intéressant de dire à votre fournisseur, ben, utilise sur les 5 adresses de réception que j'ai dans l'annuaire, par exemple, utilise la numéro 1 pour tel bien, la numéro 2 pour tel bien, la numéro 3 pour tel bien, la numéro 4 pour tel bien. Donc, ça peut être intéressant de le communiquer à votre fournisseur. Par contre, si vous n'avez qu'une seule adresse de réception, ben là, il n'y a pas de doute, on sait exactement où l'envoyer, donc ce n'est pas la peine de communiquer quoi que ce soit autre que votre sirène. Alors, j'avais des questions sur comment envoyer concrètement, d'un point de vue pratico-pratique, une facture via la plateforme agréée. Alors moi, il me semble que vous avez la possibilité d'envoyer, il y a plusieurs plateformes agréées avec plusieurs solutions. Sur certaines plateformes, vous allez pouvoir éditer directement la facture et les mettre. Et sur certaines, il me semble que vous allez pouvoir peut-être glisser directement un PDF afin de pouvoir l'envoyer. Je ne sais pas, Mathieu, si vous avez… En fait, il y a vraiment beaucoup de solutions globalement. C'est soit vous faites de la saisie en ligne et vous appuyez sur valider et la facture elle part. Ça, c'est pas plus compliqué que ça. Soit il y a effectivement des plateformes qui proposent ce qu'on appelle dossiériser la facture, c'est-à-dire de transformer un PDF en facture électronique, passer en service. Et votre facture, la plateforme agréée, et puis la plateforme agréée la transforme en facture électronique. Soit vous avez un logiciel, et donc dans ce logiciel, vous créez votre facture et votre logiciel est raccordé à une plateforme agréée. Donc concrètement, comment ça se passe? Bah, en fait, vous saisissez les données, vous appuyez sur valider et la facture, elle part chez votre destinataire. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est juste appuyer sur le bouton OK ou valider selon l'interface de votre logiciel. Et vous allez voir, du coup, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que vous allez voir l'état de traitement de la facture chez votre client. C'est-à-dire, il y a ce qu'on appelle le cycle de vie de la facture avec des informations qui seront visibles en temps réel. Donc, il y aura déposé, c'est-à-dire qu'elle a bien été mise sur votre plateforme agréée, reçue, elle a bien été reçue par le destinataire, prise en charge, ou s'il y a un problème, il y a un statut qui s'appelle mise en litige. Donc, vous allez savoir que chez votre client, bah, il n'est pas d'accord avec votre facture, donc peut-être lui passer un petit coup de fil. Vous allez avoir une information quand le paiement a été transmis par votre client, donc vous saurez exactement où est-ce qu'il y en est. S'il y a un retard, par exemple, de 30 jours, eh ben, la plateforme agréée pour vous mettre au service de dire attention, celle-ci, il y a un retard. Est-ce que vous voulez que je relance votre client? Donc, en fait, il y a tout un tas d'informations que vous allez voir directement sur les factures électriques que vous ne voyez pas aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand vous envoyez un mail, vous ne savez pas du tout ce qui se passe chez votre client. Là, en temps réel, vous allez voir si la personne a bien reçu, si elle a bien été déposée, si elle a bien été traitée, si elle a été prise en charge, si elle a été refusée. S'il la refuse, eh ben, il y a un statut qui s'appelle refusé. Il peut la refuser pour des bonnes raisons. Il peut y avoir une erreur sur la facture ou autre. Et donc, toutes ces informations, vous avez en temps réel. Et c'est ce qui explique dans les pays qui l'ont mis en place la diminution des délais de paiement, puisque ça permet d'avoir une relation fournisseur-client qui est beaucoup plus fluide. On a des questions aussi sur la sécurité. Voilà, pour les déclarations de TVA, j'envoie à mon comptable tous les mois
le relevé du compte bancaire de ma société qui reçoit les paiements. Ces relevés seront-ils transmis automatiquement désormais par une plateforme? Alors non, pas du tout. Il n'y a pas du tout de lien avec les comptes bancaires dans les plateformes agréées, hein. Le compte bancaire reste à part, il y a pas de lien avec les comptes bancaires. Par contre, si vous choisissez une plateforme agréée, qui est associée à une banque, eh ben, ils peuvent vous proposer le service de faire le lien, mais c'est pas une obligation, d'accord? Et les flux de paiement, les flux de trésorerie ne circulent pas, via les plateformes agréées, hein. C'est vraiment juste le flux de facturation. Donc, le fait de transmettre un relevé bancaire, à votre comptable, via une plateforme agréée, c'est pas du tout l'objet de la réforme, c'est juste un service. Si vous trouvez que c'est plus pratique que votre comptable ait accès au relevé bancaire de votre banque en direct pour pas avoir besoin de lui fournir, faites-le, mais c'est complètement indépendant de la réforme. Donc on avait des questions. Quel est le risque de se faire voler les factures avec l'usurpation de l'IBAN? Et j'avais vu d'autres questions sur la sécurité des données et les risques de hacking via les plateformes agréées. Ouais, il faut en parler parce que c'est un sujet qui est important. Enfin, c'est les données des entreprises, donc il faut qu'on en parle. Qu'est-ce qu'on a mis en place pour sécuriser ça? La première démarche, c'est, l'agrément. C'est-à-dire que vous pouvez être plateforme agréée que si vous passez un certain nombre de tests. Ces tests, c'est quoi? C'est, le respect de certaines normes, notamment la norme ISO 27001 qui est une norme, qui porte sur les systèmes d'information de sécurité et ça consiste en quoi? En fait, c'est un audit complet du système d'information pour vérifier s'il est sécurisé. Une deuxième norme pour les plateformes agréées, c'est quand les données sont hébergées, ce qu'on appelle en cloud, et ben, il y a une norme qui vient vérifier également, qui s'appelle la norme Second Cloud, que, vous avez mis en place l'ensemble des infrastructures de sécurité. Donc si vous n'avez pas ces 2 normes-là, par définition, vous ne pouvez pas être plateforme agréée, donc vous ne pouvez pas faire transiter de facture. Il y a une troisième chose qu'on a mis en place, c'est que, l'ensemble des serveurs sur lesquels, figurent les factures doivent être hébergés sur le sol de l'Union européenne. Pourquoi on vise ça? Parce que, bah, vous le savez sûrement, mais il y a certains pays comme les États-Unis qui ont des lois extraterritoriales, assez fortes, qui font que si les données sont sur leur territoire, ils peuvent demander aux entreprises de les communiquer au gouvernement. Ça, on voulait éviter ça. Ça restreint, heu, le fait que les serveurs doivent forcément être sur le sol européen et s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'agrément. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est mis en place aujourd'hui, en termes de facturation électronique. Autre élément que je pouvais vous dire, c'est que, il y en a probablement pas mal d'entre vous qui facturent par leur boîte mail, type Gmail ou autre. Dans tous les cas, passer par une plateforme agréée, ça sera toujours beaucoup plus sécurisé de passer par une boîte mail. Alors ça ne veut pas dire que c'est un risque zéro, hein, il y a toujours des risques en informatique. Et le niveau de sécurité, en facturation électronique en passant par des intermédiaires qui sont certifiés, qui sont normés et je rajoute qu'ils sont audités tous les ans, hein. C'est-à-dire qu'il y a un système d'audit tous les ans qui vient vérifier qu'ils sont toujours à niveau. Si l'audit n'est pas concluant, on peut leur retirer leur matriculation. Dans tous les cas, le système qui se met en place là, il sera forcément beaucoup plus sécurisé qu'un envoi d'une facture par mail comme aujourd'hui. Une adresse mail, c'est assez facile à pirater. Et une adresse Gmail, ben, par définition, c'est même pas une entreprise française, donc vos données peuvent être automatiquement mises par Google au gouvernement américain, par exemple. Ça, c'est des sujets. On est certain que ça sera plus sécurisé que ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un risque zéro en informatique? Il faut toujours être prudent. Un risque zéro, ça n'existe jamais en informatique. Et que ça soit plus sécurisé que ce qui se passe aujourd'hui, ça, c'est certain. Alors, merci. Alors, mon comptable chez eux. Alors, je pense qu'on a quand même bien avancé sur les questions. Comment faire pour les factures sans TVA adressées à des associations? On vous entend plus, Mathieu, vous avez coupé votre micro. Pardon. Une association, c'est une facture qui n'a pas de TVA, c'est-à-dire que vous êtes hors champ de la TVA et que c'est adressé à une association qui a but non lucratif, c'est-à-dire qui n'est pas assujettie non plus, c'est une facture qui n'est pas dans le champ de la réforme. Alors, ça, si on a... Allez-y. Oui, non, je rembrayais sur une autre question, donc allez-y. Non, c'est bon, je vous écoute. Si on a un locataire en meublé qui ne paye pas ses loyers, faut-il quand même faire une quittance? Alors, il y a deux choses. Si on est sur un locataire en résidence gérée, et du coup, c'est l'exploitant qui ne paye pas son loyer, vous devez quand même envoyer la facture de loyer, même si elle n'est pas payée via la plateforme agréée. En revanche, si c'est un locataire particulier qui ne paye pas ses loyers, la quittance, c'est pas une facture de loyer.
il faut faire attention avec la quittance si c'est le loyer quittancé, donc le loyer appelé, ou si c'est une quittance qui indique le loyer est payé. Donc je ne suis pas sûre de ce que vous souhaitez dire dans votre formulation, mais en tout cas, si c'est un locataire en meublé qui est un particulier, la plateforme agréée n'est pas, vous n'avez pas à passer par la plateforme agréée pour l'envoi d'une quittance d'un loueur d'une location meublée classique. Pourquoi un exploitant d'EHPAD me communique le nom du sous-locataire? Est-ce une demande du fisc ou pour sa plateforme? Non, ça, c'est pour votre déclaration annuelle de gérer mon bien immobilier. Vous devez, une fois par an, indiquer le nom du locataire, de l'occupant de votre bien. Donc, en général, c'est quand vous faites votre déclaration d'impôt sur le revenu, vous devez aller sur votre espace impôt.gouv perso et indiquer en fait l'occupant du bien. Donc, ce n'est pas du tout en lien avec la plateforme agréée. J'ai eu plusieurs fois également là dans le chat. Alors, il y a beaucoup de messages dans le chat. On ne peut pas répondre à tous les messages dans le chat. C'est pour ça qu'on a plutôt l'onglet des questions. Mais j'avais à plusieurs reprises vu des messages indiquant j'ai 5 lots, je dois avoir 5 plateformes agréées. Non, vous avez 5 lots, une seule activité de location meublée. Vous n'avez qu'une seule plateforme avec une seule fois le coût ou la plateforme gratuite si vous choisissez cette option. J'ai également vu, c'est une nouveauté française. Non, comme Mathieu l'a dit au début, ça a déjà été mis en place en Italie et ça fonctionne plutôt très bien. Et c'est mis en place également en Allemagne et je crois que c'est une norme européenne Tout également. à fait. C'est en Belgique aussi, les Grecs l'ont fait. Et pour aller un peu plus loin, d'ici 2030, il y a une directive européenne qui s'appelle la directive VIDA qui demande à l'ensemble des États membres de l'Union européenne de passer en facture électronique. Donc, en fait, d'ici 2030, l'ensemble des pays européens vont passer. Et si on veut aller un peu plus loin également dans le monde, en Asie, c'est Singapour y est, le Japon est en train de le faire. Au Mexique, ça existe depuis 2010. C'est vraiment pas une nouveauté française. En Europe, on est plutôt dans le peloton de tête sur la phase de déploiement. Et puis, on a une ensemble qui est très complète, hein, c'est-à-dire que c'est dès le premier euro, etc. Donc, on est dans le peloton de tête, mais on ne va pas du tout être les seuls. Hein. Au contraire, c'est vraiment le flux qui va être normal demain, c'est-à-dire que les pays qui vont facturer en maillon papier demain, ça sera les exceptions. Voilà, et puis je pense qu'aujourd'hui, on est dans un environnement plutôt digitalisé. Il y a quelques années, on faisait tous nos déclarations par papier. Je pense que désormais, presque plus personne ne fait sa déclaration d'impôt sur le revenu par papier. On passe tous par la dématérialisation. Donc, pareil pour les relevés de banque. Je pense qu'après, tout changement est effectivement pas évident à appréhender. Je pense qu'on a la chance d'avoir pas mal de communication sur ce sujet pour éviter d'être trop perdu. Et j'ai eu aussi plusieurs retours de personnes qui sont très âgées, qui gèrent leurs biens en location meublée. On a des personnes qui sont très âgées, qui sont absolument pas digitalisées. Je pense à des personnes que j'ai vues qui vivent à l'EHPAD, qui n'ont pas, qui ont juste un téléphone portable, mais qui ne savent pas. Et effectivement, je comprends que ça peut être compliqué dans ces cas-là, mais dans ces cas-là, en fait, il faut, comme ça reste une activité de location meublée, il y a un expert comptable qui fait l'alias fiscal et il faut en fait s'en référer, je pense, à ce contact-là directement plutôt que d'essayer d'aller prendre une plateforme en ligne alors que c'est effectivement pas facile. On avait également, on n'a pas beaucoup abordé, mais je sais que j'avais beaucoup de propriétaires chez C'est la vie gestion plutôt, qui sont non résidents fiscaux, qui résident. On a beaucoup de Britanniques, d'Irlandais ou de personnes, de Français expatriés qui vivent à Singapour et partout. Désolée si j'en oublie. Qui nous posent des questions dessus. Est-ce que vous pouvez du coup repréciser un petit peu, Mathieu, ces cas particuliers?
En fait, la question, alors, le propriétaire peut habiter à l'étranger, hein, c'est bien son droit, mais la structure juridique, est-ce qu'elle est en France? C'est sur le sujet. Eh bien, elle est effectivement en France, hein, on est sur la résidence gérée, sur de la Donc, para-hôtellerie, donc s'il y a un numéro sirène en France, s'il y a des factures en France, même si vous habitez à l'étranger, le dispositif s'applique à la structure juridique assujettie à la TVA en France, donc le numéro sirène. Et donc, si Sirène est en France, même si vous habitez à Singapour, vous n'allez pas échapper au fait de devoir choisir une plateforme agréée de réception parce que votre structure juridique est bien en France. Donc, même système que pour les autres, et donc choisir une plateforme agréée au niveau de la structure juridique. C'est pas le particulier qui choisit, parce qu'il habite à l'étranger, une plateforme agréée pour lui, c'est la structure juridique associée à son activité, qui a un numéro sirène et qui est assujetti à la TVA et donc qui est dans le champ de l'arrêt. Alors, on a des questions. Alors, est-ce que Apartiti a choisi une plateforme? Alors, je ne pourrais pas savoir si Apartiti, spécifiquement, quel et quel gestionnaire ont choisi une plateforme. Vous, vraiment, l'idée à retenir, c'est pas de savoir si votre gestionnaire, il a choisi sa plateforme. S'il a choisi la plateforme, je sais pas, Y, vous pouvez toujours choisir une toute autre plateforme que celle que lui, il a choisie. Lui, il va choisir une plateforme par rapport à ses propres besoins. Par exemple, Apartiti va émettre des milliers de factures. Vous n'aurez pas le même besoin qu'Apartiti. Donc, vous pouvez tout à fait sélectionner une plateforme totalement différente de celle d'Apartiti ou du gestionnaire. Vous, si vous devez retenir quelque chose, c'est que vous devez choisir une plateforme agréée et y adhérer. On a une autre question également sur effectivement les plateformes de location de type Airbnb. Effectivement, je n'ai pas abordé le sujet. Hein, c'est ce qu'on voit un peu moins sur C'est la vie, gestion, qu'on voit un peu plus sur Onily. Hein. Donc, effectivement, sur certaines locations Airbnb, vous faites de la para-hôtellerie qui sont assujetties à la TVA. Sur certaines, vous ne l'êtes pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez des précisions à nous apporter du coup sur les locations type Airbnb, Mathieu. Si, en fait, c'est le même principe que le reste, c'est-à-dire que c'est le même raisonnement. Vous faites ça reste de la location meublée, donc vous êtes bien dans le champ d'application de la TVA. Vous devez avoir un numéro sirène normalement pour faites même si c'est pas très souvent. Puis c'est une activité commerciale, donc vous êtes bien dans le champ de la réforme. Après, les plateformes comme Airbnb, quand vous faites de la location par hôtelière, ça va être le même principe que vous avez un intermédiaire, c'est-à-dire que soit vous faites la facture vous-même à votre client, soit c'est Airbnb qui va faire la facture pour votre compte avec un mandat de facturation. Donc ça, ce sera dans les clauses contractuelles que vous avez quand vous créez votre compte sur Airbnb. Il y a probablement actuellement un mandat de facturation ou pas. S'il y en a un, ça veut dire que c'est Airbnb qui fera la facture pour votre compte à partir de sa plateforme agréée, elle va vous la retransmettre. Et s'il n'y en a pas, c'est que c'est à vous de le faire. Mais la plupart du temps, les intermédiaires le font pour votre compte parce que vous n'avez pas souvent un contact direct avec le client sur ce type de sujet. La plupart des intermédiaires, les marketplaces, c'est la même chose, à Amazon, etc., ils vont faire la facture pour le compte de leurs clients. En fait, c'est un système d'intermédiation qui va fonctionner. Et quand c'est un e-reporting à faire, c'est la même chose. Vous aurez les données nécessaires pour le reporting. Donc, soit ils le feront pour vous, c'est possible, soit c'est vous qui le ferez directement à partir de votre plateforme agréée. Donc, c'est vraiment le même raisonnement, quel que soit le type de location. C'est est-ce que je suis assujetti à la TVA? Est-ce que j'ai un numéro sirène? Et qui est-ce que je facture? Voilà. Si vous avez ça, vous savez si vous devez faire une facture électronique ou si vous devez faire des numéros. Merci. Alors, je pense que... alors, on a la question on va finir avec les deux dernières questions. Une fois la PA choisie, doit-on la communiquer aux autres acteurs? Donc là, le message est plutôt clair. Vous devez uniquement communiquer en fait votre sirène. Hein. Vous n'avez pas besoin de dire quelle est votre plateforme. C'est pas nécessaire. Vous communiquez uniquement votre sirène lorsque les différents acteurs vous le demanderont. Voilà. Et puis, j'avais une question sur la location meublée et pas de la location nue. Et effectivement, là, le sujet du jour, c'était vraiment la location meublée.
La location nue, elle, est différente, sauf si vous êtes assujetti à la TVA parce que c'est de la location nue, mais avec des prestations de services. Et là, vous faites des déclarations de TVA. Là, vous êtes concerné par la réforme. Notamment la location nue professionnelle, vous avez opté à la TVA, ça existe. Vous pouvez faire ça. Oui, j'en ai. Ouais, Et on donc en là, a quelques-uns. là, vous facturez des professionnels et c'est bien de la facture électronique dans ce cas-là. Location nue avec option TVA, vous êtes bien en facture électronique en sortant. Oui, ça existe. Mais là, c'est vraiment tout ce qui est SI, location nue, c'est du cas par cas. On va regarder SI par SI pour voir si vous êtes ou pas dans le champ. Il n'y a pas de réponse unique à cette question. Et puis, on va clôturer peut-être avec cette question. Si je reçois ma facture et que mon gestionnaire ne me la règle pas, là, voilà, le champ d'application de la loi reste le même qu'avec ou sans la plateforme. C'est juste la manière d'envoyer la facture qui est différente. Si le loyer n'est pas payé, ce sont les actions contentieuses à mettre en place qui demeurent les mêmes. Vous envoyez une lettre recommandée. Après, vous contactez un huissier pour un commandement de payer, etc. Ça ne supprime pas les mauvais payeurs. On est... Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Il y avait eu effectivement beaucoup de questions. Merci beaucoup, Mathieu. Je vous en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Puis bon courage à tous pour passer en septembre 2026. Merci à vous. Et du coup, vous recevrez d'ici quelques minutes normalement le replay. Et sinon, pour les autres, voilà, il sera également sur YouTube pour tous ceux qui n'ont pas pu s'inscrire aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.